Chapitre 17, où l'on verra la suite des innombrables ennuis que le courageux Don Quichotte et son brave écuyer Sancho Panza eut à supporter dans l'auberge que, pour son malheur, il avait prise pour un château. Entre-temps, Don Quichotte avait repris connaissance et, s'adressant à son écuyer sur le même ton qu'il avait eu la veille pour l'appeler lorsqu'il gisait à terre après la bastonnade infligée par les muletiers, il lui demanda: « Sancho, est-ce que tu dors? Dis, est-ce que tu dors, Sancho? Pauvre de moi, comment voulez-vous que je dorme? Répondit Sancho, furieux et dépité. On dirait que tous les dieux de l'enfer se sont pris à mes côtés cette nuit. Tu as de bonnes raisons de le croire, ou je n'y entends rien, ou ce château est enchanté, car tu dois savoir que... Mais jure-moi d'abord que tu garderas le secret jusqu'après ma mort. Je le jure. Je te le demande, insiste Don Quichotte, car il n'est pas dans mes habitudes de nuire à l'honneur d'autrui. Je vous répète que je le jure, et je ne dirai rien jusqu'au jour de votre mort. Mais fasse le ciel que ce soit pour bientôt. Je te traite donc si mal, Sancho, que tu veuilles me voir mourir aussi vite? Ce n'est pas pour ça, mais parce que je n'ai pas l'habitude de garder longtemps un secret, j'ai peur que ça finisse par pourrir là-dedans. Peu importe, je m'en remets à tes bons sentiments et à ta parole. Sache donc que cette nuit, il m'est arrivé la plus étrange aventure que je ne pourrais jamais te raconter. En 2 mots, apprends que la fille du châtelain est venue me trouver, et qu'elle est parmi les plus belles et les plus avenantes demoiselles qu'il y ait sur toute la terre. Comment te dépeindre les charmes de sa personne, les grâces de son esprit, sans parler d'autres perfections cachées que se passeraient sous silence pour ne point manquer à la fidélité que je dois à madame Dulcinée du Toboso. Le ciel étant jaloux de ce trésor que la chance m'avait mis dans les mains, voilà. Ou peut-être que c'est le plus probable, ce château étant enchanté, comme je l'ai déjà dit, au moment où j'avais avec elle le plus tendre et le plus amoureux des entretiens, une main venue de je ne sais où, et appartenant sans doute au bras d'un redoutable géant, m'a asséné un tel coup dans les mâchoires que j'ai encore toute la bouche en sang. Ensuite, il m'a battu de telle force que je ne suis encore plus mal en point que je n'étais hier, quand les muletiers se sont vengés sur nous des excès de Rocinante. J'en conclus que cette jeune fille, ce trésor de beauté, a dû être confié à la garde d'un mort enchanté, et qu'elle n'est pas pour moi. Ni pour moi, parce que... Ni pour moi, parce que ce n'est pas un, mais au moins 400 morts qui m'ont tapé dessus. Les épieux des muletiers, c'était du pain béni en comparaison. Et vous appelez bonne, et même extraordinaire, une aventure qui nous met dans cet état? Pour vous, passe encore, puisque vous avez eu le plaisir de tenir dans vos bras cette beauté incomparable. Mais moi, qu'est-ce que j'en ai tiré? D'autre que les plus beaux nions que je pense recevoir de ma vie. Ah, miséricorde, je ne suis pas chevalier errant, je n'ai pas la moindre intention de le devenir, et pourtant c'est à moi que revient toujours la plus mauvaise part de nos mésaventures. Tu as donc été battu, toi aussi? Mais Grenon, qu'est-ce que je viens de vous dire? Ne te mets pas en peine, Sancho. Dès que possible, je préparerai ce précieux élixir qui nous guérira en un clin d'œil. Là-dessus, l'archer qui avait fini par allumer la lampe revint pour chercher celui qu'il croyait mort. Quand Sancho le vit entrer, en chemise et bonnet de nuit, sa lampe à la main et la mine inquiétante, il demanda à son maître: « Monsieur, et si c'était le mort enchanté? » Hein? Monsieur, et si c'était le mort enchanté qui revient nous donner des coups sous prétexte qu'il a quelques-uns en réserve? Ce ne peut être lui, car les enchantés ne se laissent pas voir de personne. Ils ne se laissent peut-être pas voir, mais ils se font sentir. Mon tour en sait quelque chose.
Et le mien donc, qu'est-ce que ce n'est pas un indice suffisant pour en conclure que celui que nous avons devant les yeux est le mort en chantier? L'archer s'est approché. Il fut bien étonné de les entendre bavarder aussi paisiblement. Il est vrai que Don Quichotte était toujours étendu sur le dos, moulu et emplâtré, sans pouvoir remuer. L'archer va jusqu'à lui et demanda: Alors, mon brave, comment ça va? À votre place, répondit Don Quichotte, je n'emploierai pas ce ton. Est-ce ainsi que dans ce pays on s'adresse aux chevaliers errants, imbécile? L'autre, furieux de se voir si maltraité par un homme de si mauvaise apparence, leva la lampe pleine d'huile qu'il tenait à la main et lui jeta la tête, le laissant à demi-mort. Puis, profitant de l'obscurité, il se sauva. Cette fois, monsieur, dit Sancho, il n'y a pas de doute, hein, c'est bien le mort enchanté. Car pour les autres sont très rares. Et pour nous, les coups de poing et les coups de lampe. Tu as raison. Mais il ne faut faire aucun cas de tous ces enchantements. Et surtout ne pas nous mettre en colère ou nous sentir offensés. Comme ils appartiennent à un monde fantastique et invisible, nous aurons beau chercher, nous ne trouverons personne sur qui exercer notre vengeance. Lève-toi, Sancho. Si tu le veux, va trouver le gouverneur de cette forteresse et prie-le de me procurer un peu d'huile de vin, de sel et de romarin pour que je prépare l'élixir d'apaisant. Il me semble que j'en ai grandement besoin, car je perds beaucoup de sang par les blessures que ce fantôme m'a faites. Sancho, bien qu'endolori jusqu'aux os, se leva et s'enfuit à tâtons chercher l'aubergiste. Il se heurta à l'archer qui était resté aux écoutes, voulant savoir ce qu'il en était de son ennemi. Monsieur, lui dit Sancho, qui que vous soyez, faites-nous la grâce et la charité de nous donner un peu de romarin, d'huile, de sel et de vin pour soigner un des meilleurs chevaliers errants du monde. Il est couché dans son lit gravement blessé par le mort enchanté qui habite cette auberge. L'archer crut qu'il avait affaire à un fou, mais comme le jour se levait, il ouvrit la porte de l'auberge, appela l'hôtelier et lui dit ce que voulait le brave homme. L'aubergiste donna à Sancho tout ce qu'il demandait, et celui-ci revint auprès de son maître, qu'il trouva la tête dans les mains, se plaignant du coup qu'on lui avait asséné avec la lampe, dont il ne gardait pourtant que 2 bosses moyennement grosses, et ce qu'il prenait pour du sang n'était que la sueur provoquée par l'émotion au cours de la tempête qu'il venait de traverser. Bref, Don Quichotte prit les ingrédients, les mélangea un bon moment, jusqu'à ce que la composition lui parut à point. Il demanda ensuite une fiole pour y verser la liqueur, mais comme il n'y en avait point dans l'auberge, il dut se contenter de remplir une burette en fer blanc que l'aubergiste lui donna à titre gracieux. Ensuite, il récita sur la burette plus de 80 pater et autant d'Ave Maria, de salves et de credo, accompagnant chaque parole d'un signe de croix en guise de bénédiction. Sancho, l'aubergiste, et l'archer assistaient à la cérémonie, tandis que le muletier prenait tranquillement soin de ses bêtes. Cela fait, notre chevalier voulut aussitôt expérimenter par lui-même la vertu de ce précieux breuvage, et il avala une bonne partie de ce qui restait encore dans le pot, c'est-à-dire au moins une demi-pinte. Mais à peine eut-il fini de boire qu'il se mit à vomir jusqu'à ce qu'il ne lui restât plus rien dans l'estomac. Secoué de nausées et de spasmes, transpirant abondamment, il demanda ce qu'on le couvrit et qu'on le laissât seul. Ce qui fut fait. Il dormit plus de 3 heures, au bout desquelles il se réveilla frais et dispos, et sans aucune douleur, si bien qu'il ne douta point d'avoir réussi à fabriquer l'élixir de fer à bras. Un remède qui permettait de braver sans crainte les chutes, les duels, les batailles et les pires dangers. Sancho Panza, convaincu lui aussi que la guérison de son maître tenait du miracle, il supplia de lui laisser finir le reste. Il y en avait une bonne dose. Don Quichotte, il consentit. Sancho, sans hésiter, prenant le pot à 2 mains, en avala le contenu d'une seule traite, c'est-à-dire à peu près autant que son maître.
Mais il devait avoir l'estomac moins résistant que celui-ci, car avant de vomir, il fut pris de nausées, de haut le cœur, de malaise, de sueur froide, tant et si bien qu'il crut sa dernière heure venue, et dans son affliction il ne cessait de maudire la potion et le gredin qu'il lui avait donné à boire. Don Quichotte, le voyant dans cet état, lui dit: Je crois, Sancho, que tout ton mal vient de ce que tu n'es pas armé chevalier. Sans doute cette liqueur ne peut être profitée qu'à lui seul. Ah, monsieur, à moi et à mes ancêtres, puisque vous le saviez, monsieur, vous n'auriez pas dû me laisser y goûter. À ce moment, le breuvage fit son effet et le pauvre écuyer commença à se vider par les deux bouts, si vite que la natte de jonc où il s'était recouché à la toile de sac et la toile de sac qui lui servait de couverture furent mises à jamais hors de service. Il suait copieusement par tous les pores, secoué de spasmes et de convulsions, tels que tous ceux qui l'entouraient pensèrent eux aussi qu'il y laisserait la vie. Au bout de 2 heures de tempête et de turbulence, Sancho, au lieu de se sentir soulagé comme son maître, était tellement affaibli et brisé qu'il pouvait à peine tenir debout. Mais Don Quichotte, qui se sentait tout gaillard et dispos, voulut partir sur le champ, en quête de nouvelles aventures. Il croyait qu'en s'attardant sans raison, il privait le monde de son aide, particulièrement ceux qui attendaient de lui secours et protection, surtout depuis que la possession de l'élixir le rendait invincible. Impatient, il sella lui-même Rocinante, mit le bas à l'âne de son écuyer, qui l'aida à monter sur sa bête, après l'avoir aidé à s'habiller, puisqu'il enfourcha son cheval, s'avança dans la cour et prit une pique qu'il y avait dans un coin pour remplacer sa lance. Toutes les personnes, une bonne vingtaine, qui se trouvaient dans l'auberge, étaient venues le regarder, parmi elles la fille de l'aubergiste, que Don Quichotte ne quittait pas des yeux. De temps en temps, il poussait un grand soupir qu'il semblait tirer au fond de ses entrailles, et que tout le monde attribuait à ses douleurs, du moins ceux qui, la veille, avaient assisté à son emplâtrage. Quand ils furent tous deux à cheval et prêts à franchir le portail, Don Quichotte appela l'aubergiste et lui dit d'une voix grave et solennelle: Monsieur, monsieur le gouverneur, je ne saurais assez vous rendre grâce pour toutes les bontés dont j'ai été gratifié dans votre château, et dont je vous serai redevable jusqu'à la fin de mes jours, si je puis les reconnaître en vous vengeant de quelque présomptueux qui vous aura outragé. Sachez que j'ai pour profession et pour devoir de secourir les faibles et de redresser les torts et de punir les félonies. Cherchez donc dans votre mémoire. S'il vous revient une affaire de ce genre, n'hésitez pas à me le dire. Je vous promets par l'ordre de chevalerie que j'ai reçu que vous serez pleinement quitte et satisfait. L'aubergiste, lui, répondit sur le même ton. Monsieur le chevalier, je n'ai pas besoin que vous m'aidiez à me laver d'aucun affront, car j'ai ma façon à moi de me venger quand on m'offense. Tout ce que je vous demande, c'est de me payer la dépense que vous avez faite cette nuit dans mon auberge, la paille et l'orge pour vos bêtes, et pour vous deux, le gîte et le souper. Comment? Ceci est une auberge? Oui, monsieur, il est plus respectable. En ce cas, j'ai vécu jusqu'ici dans l'erreur, car je l'avais prise pour un château et un grand. Mais puisque auberge il y a, il vous faudra pour l'heure renoncer au paiement. Je ne puis contrevenir aux lois de mon ordre. Ah, je sais en toute certitude, n'ayant point lu jusqu'à ce jour le contraire, que jamais chevalier rang n'a payé ni logement ni nourriture dans une auberge, car le droit et la loi veulent qu'on les héberge gracieusement, en récompense des multiples peines qu'ils endurent lorsqu'ils vont à la recherche d'aventure, de jour comme de nuit, hiver comme été, à pied et à cheval, exposés à la faim et à la soif, au froid et à la chaleur, aux inclémences du ciel et aux rigueurs de la terre. Tout ça ne me regarde pas. Payez-moi ce que vous me devez et gardez pour vous ces comptes de cheval. Par moi, en matière de comptes, je ne connais que mon argent.
Vous n'êtes qu'un souffle et un mauvais gargotier, lui rétorqua Don Quichotte. Puis, le pic sur l'épaule, il éperonna Rocinante, sortit de l'auberge sans que personne ne s'interposât, et sans se préoccuper de savoir si son écuyer le suivait, il s'éloigna rapidement. L'aubergiste, le voyant partir sans payer, va réclamer son dû auprès de Sancho, mais celui-ci déclara que, puisque Don Quichotte n'avait pas voulu payer, il ne paierait pas non plus, et qu'autant écuyer de chevalier errant, il bénéficierait des mêmes avantages que son maître et ne débourserait jamais un sou dans les auberges et les hôtelleries. Furieux, l'aubergiste le menaça, et s'il ne payait pas de l'en faire repentir. Sancho répondit que, par l'ordre de chevalerie que son maître avait reçu, il ne donnerait pas un liard, quand bien même cela lui coûterait la vie, qu'il n'avait nullement l'intention de rompre avec cette ancienne et excellente coutume de chevalier errant, et qu'il ne souhaitait pas qu'à l'avenir les écuyers puissent se plaindre qu'une si juste disposition ait été perdue par sa faute. Malheureusement pour le pauvre Sancho, il y avait parmi les hôtes de l'auberge 4 drapiers de Ségovie, 3 merciers du quartier de la Grande Fontaine de Cordoue et 2 sévillans du quartier de la Foire, tous joyeux lurons, bons diables, plaisantins et grands farceurs. Comme pris d'une même inspiration, ils s'approchèrent de lui et le firent descendre de son âne. Pendant que l'un d'eux allait chercher la couverture du lit de l'aubergiste, ils jetèrent Sancho dedans. Mais voyant que le plafond était trop bas pour leur besogne, ils sortirent dans la cour, qui n'avait que le ciel pour limite. Et là, ils se mirent à faire sauter Sancho en l'air et à s'amuser de lui, comme on fait avec les chiens pendant le carnaval. Le malheureux poussait de tels cris qu'il parvint aux oreilles de son maître, lequel, s'arrêtant pour écouter, pensa d'abord qu'une nouvelle aventure s'offrait à lui. Mais reconnaissant bientôt que ces hurlements venaient de son écuyer, il tourna bride et revint au pesant galop de Rocinante jusqu'à l'auberge, qu'il trouva fermée. Il en fit le tour pour chercher un passage. Quand il arriva devant le mur de la cour, qui n'était pas très haut, il put voir comment on se jouait de son écuyer. Celui-ci montait et descendait dans les airs avec tant de grâce et d'agilité, que si Don Quichotte n'avait pas été aussi furieux, il n'aurait pu, je pense, s'empêcher de rire. Il voulut se mettre debout sur son cheval pour grimper sur le mur, mais il était si rompu et brisé qu'il ne réussit même pas à se lever de la selle. Alors, du haut de Rocinante, il lança à ceux qui bernaient Sancho un tel chapelet d'insultes et de malédictions qu'il est impossible de les rapporter. Les farceurs n'en continuaient pas moins à agiter la couverture en riant aux éclats, et Sancho à voltiger en poussant des gémissements, ponctués de menaces et de prières. Rien n'y faisait, et rien n'y fit, car ils ne le laissèrent que lorsqu'ils furent eux-mêmes épuisés. On lui ramena son âne, on le remit dessus, on l'enveloppa dans sa veste. Maritorne, toujours compatissante, le voyant si contrit, eut la bonne idée de lui présenter une cruche d'eau fraîche qu'elle était allée tirer exprès du puits. Sancho s'apprêtait à le porter à la bouche lorsqu'il fut interrompu par les cris de son maître. « Sancho, ne bois surtout pas d'eau, tu en mourrais. Regarde, j'ai ici l'élixir divin. » Et il lui montra la burette. « Il te suffira d'en boire 2 gouttes pour être guéri. » Sancho jeta un regard mauvais vers l'endroit d'où venaient ses cris et lança encore plus fort. « Est-ce que vous aurez déjà oublié, monsieur, que moi... » Non, c'est pas ça. « Est-ce que vous aurez déjà oublié, monsieur, que moi, je ne suis pas un chevalier. Vous voulez peut-être que je vomisse le peu d'entre eux qu'il me reste de la nuit dernière. Diable vos liquières, gardez-la pour vous et laissez-moi tranquille. » En même temps, il commença à boire, mais sentant à la première gorgée que c'était de l'eau, il rendit la cruche à la Maritorne et la pria de lui apporter du vin, ce qu'elle fit de bon cœur, le payant de sa poche. On dit en effet que malgré le métier qu'elle exerçait, elle gardait un arrière-fond de vertu chrétienne. À peine Sancho eut-il terminé de boire qu'il donna du talon à son âne, et s'étant fait ouvrir la porte toute grande, il sortit de l'auberge, ravi d'avoir
eut gain de cause et de ne pas avoir déboursé un sou, même aux dépens de ses épaules qui étaient sa caution ordinaire. Il est vrai qu'on lui avait pris son bissac en gage, mais il était si impatient de quitter les lieux qu'il ne s'en aperçut pas. L'aubergiste, le voyant dehors, voulut bien barricader la porte, mais les farceurs l'en empêchèrent. C'étaient des gens qui n'auraient pas donné dessous de Don Quichotte, eût-il été un authentique chevalier de la table ronde.